Bonjour à toutes et à tous, donc nouvelle émission au miroir du passé des détricoteuses avec Laurence de Coq et nous avons aujourd'hui le plaisir d'inviter Maud Chiriot, maîtresse de conférence à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée et spécialiste de l'histoire politique du Brésil contemporain. Alors nous allons donc parler du Brésil dans cette émission. La situation est pour le moins préoccupante et triste, mais nous avons décidé d'ouvrir cette émission plutôt par une note tout à la fois joyeuse et en même temps qui marque la résistance à ce qui se passe. Nous allons donc écouter le début de la chanson qui a gagné la compétition du carnaval cette année, le Samba da Mangueira. Je vous laisse l'écouter. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês, de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês. Diretamente da Estação Primeira. Obrigado, Cacá Nascimento. Que talento! Obrigado por essa maravilhosa obra. Alô, Cacá! Alors qu'est-ce que dit cette jeune fille qui chante le samba? Elle dit Brésil, il est venu le temps d'écouter les Marias, les Maïns, les Marielles et les Males. Alors en fait, c'est la voix des révoltés qu'elle demande d'écouter, la voix de ceux que la violence et l'oppression veut faire taire, puisque donc les Marielles, c'est Marielle Franco, assassinée il y a un an. Males, c'est les esclaves, c'est des musulmans de Bahia, dont le soulèvement avait fait trembler l'ordre esclavagiste en 1835 et dont la figure de l'affranchie Luisa Mahin a été une figure d'inspiration. Et donc c'est toutes ces voix qu'il s'agit d'écouter. Eh bien nous allons les écouter un peu dans cette émission, parce que nous allons travailler sur un corpus qui permet l'expression de toutes ces voix, de tous ces oubliés, avec l'ensemble de lettres qui a été envoyé au président Lula depuis sa condamnation, mais surtout depuis son incarcération en avril dernier 2018. Alors peut-être on peut commencer en rappelant un peu qui est le président Lula, Luiz Ignacio Lula da Silva, voir comment il est arrivé au pouvoir et ensuite comment il s'est retrouvé incarcéré dans la prison. Alors merci d'abord et bonjour à tous. Alors Lula, donc c'est quelqu'un qui a un peu plus de 70 ans, qui est né juste après la Seconde Guerre mondiale et qui est né dans un milieu extrêmement populaire du nord-est du pays, qui est l'endroit le plus pauvre en fait à cette époque et toujours aujourd'hui, et qui fait partie de ces grands groupes de migrants de l'intérieur qui, fuyant la sécheresse, cherchant du travail, est parti avec sa mère et ses nombreux frères et sœurs pour essayer d'aller trouver du travail dans le sud du pays, à São Paulo, et où il a commencé à travailler à l'âge de 9 ans, à vendre des oranges, puis à essayer de travailler dans les usines et en travaillant dans les usines. Donc c'est vraiment quelqu'un qui représente les catégories les plus populaires issus de l'exode rural et qui ensuite a été un travailleur, d'abord un travailleur non qualifié, puis qui s'est qualifié, qui a d'ailleurs perdu un doigt, son auriculaire. On voit souvent dans les images. Exactement, c'est quelque chose dont il a eu honte toute sa vie et qu'il a fini par revendiquer comme quelque chose qui était la marque de son passé de travailleur et qui a été un travailleur métallo et un syndicaliste métallurgiste qui est devenu un leader syndical sous la dictature. Il a organisé de grandes grèves au moment où la dictature se durcissait à la fin des années 60 et au moment où la dictature s'ouvrait à la fin des années 70. Et les grandes grèves qu'il a menées dans le Grand Saint-Paul entre 77 et 79, 80 ont été des énormes facteurs de la chute du régime en fait, ont beaucoup déstabilisé le régime. Et à partir des années 80, c'est devenu une figure centrale de la gauche sous la Nouvelle République, la République qui avait succédé à la dictature, qui s'est présenté de nombreuses fois aux élections pour finalement les remporter sur un programme de gauche, de centre-gauche. Il a gagné les élections en 2003. Donc il est devenu président en 2003 et il a exercé le pouvoir à gauche, plutôt centre-gauche en le comparant à ce qui avait été son programme socialiste pendant les années 80 et 90, mais qui néanmoins, dans la situation extrêmement inégalitaire du Brésil, a permis de sortir plus de 30 millions de personnes de la pauvreté par des systèmes assistantialistes, de micro-État-providence, et qui a révolutionné en fait le quotidien d'une très grande partie des classes populaires dans
leur bien-être, leur accès à la consommation, et qui a par ailleurs pris des mesures qui, même si elles ont peu réduit les inégalités, les ont réduites mais peu, ont modifié les horizons d'attente possibles des gens en permettant l'accès à l'enseignement secondaire et supérieur, en créant des systèmes de quotas qui permettaient que les enfants des lycées publics et non blancs aient accès à l'université. Mais c'est un des nombreux exemples qui a modifié non seulement concrètement, mais aussi symboliquement la position des classes populaires dans la politique du pays. Et alors, commencer les poursuites judiciaires contre Lula, qui ont conduit donc d'abord à sa condamnation, puis à son incarcération? Alors, les poursuites judiciaires contre Lula, elles ont été débutées dans le cadre d'une grande enquête qui s'appelle le Lavage Express, Lavajato, qui a été ouverte en 2014 et qui visait à éclaircir un gigantesque système de corruption autour de l'entreprise nationale d'extraction de pétrole qui s'appelle la Petrobras et qui en fait impliquait l'ensemble de la classe politique, pas simplement le Parti des travailleurs, mais à la limite plus profondément encore les partis de centre qui étaient alliés du Parti des travailleurs et le Parti de droite. Et en fait, cette grande enquête a profondément déstabilisé la classe politique brésilienne et le pouvoir en place à l'époque, c'est-à-dire le pouvoir de Dilma Rousseff, qui était à la fin de son premier mandat et qui allait être réélue dans le cadre d'un second mandat à la fin de l'année 2014. Et en fait, c'est un processus assez compliqué parce qu'elle a été accompagnée, cette enquête a été accompagnée d'un discours sur le fait que l'ensemble de la classe politique était corrompue et que la responsabilité incombait au PT, alors que dans la réalité, Dilma Rousseff a été très concrètement renversée parce qu'elle laissait les enquêtes se dérouler. Mais la situation de l'opposition pour se protéger des enquêtes et pour reprendre un pouvoir qu'elle considérait comme indûment maintenu par le PT depuis trop longtemps, c'est constitué un renversement du processus judiciaire où, même si on peut reprocher au Parti des travailleurs d'avoir laissé la politique fonctionner à partir de l'argent, ce qui existait complètement avant eux, mais qu'ils n'ont pas réussi ou pas voulu changer, les principales cibles à abattre ont été d'abord Dilma Rousseff, qui était au contraire une grande figure de la lutte anticorruption, et qui est tombée sans du tout de justification au début 2016. C'est donc pour ça qu'il faut appeler l'impeachment un coup parlementaire, un coup institutionnel. Mais le problème, c'est qu'une fois que Dilma Rousseff était tombée, il restait Lula, qui était extrêmement populaire et qui allait gagner les élections où il pouvait être candidat. Et donc, il a été inculpé pour des motifs, en fait, qui n'ont rien à voir avec le grand système de corruption, qui ont tenté d'être reliés à ce grand système de corruption, mais sans trouver de matière, puisque Lula est quelqu'un qui ne s'est pas enrichi pendant sa vie politique. C'est quelqu'un qui reste quelqu'un de modeste, qui habitait toujours dans le même appartement depuis 40 ans, et dont on n'a pas trouvé d'argent, où que ce soit, ni même dans ses proches, dans sa famille. Donc, il a été mis en exergue le fait qu'il aurait visité un appartement, qu'il aurait envisagé d'acheter alors qu'il n'était plus président. Bref, quelque chose qui n'a pas de densité judiciaire, où le dossier d'instruction n'a pas de validité, mais qui était considéré comme indispensable pour l'empêcher de gagner les élections de 2018 qui ont fini par être gagnées par Jair Bolsonaro. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficilement contestable. La Commission des droits de l'homme de l'ONU s'est prononcée d'ailleurs en disant que c'était compliqué d'empêcher quelqu'un de mettre quelqu'un en prison et d'empêcher quelqu'un de se présenter à des élections présidentielles avec ce dossier d'instruction-là. Donc c'est ça le contexte, c'est à la fois un emprisonnement politique dans le cadre d'un gigantesque scandale de corruption qui a déstabilisé complètement un système démocratique. Donc il est désormais en prison et il reçoit donc des lettres. Alors il faut savoir que la pratique épistolaire à destination des prisonniers, c'est évidemment pas inédit et c'est pas propre à Lula. Il y a beaucoup de lettres envoyées aux prisonniers politiques. Il y a même des modèles de lettres envoyées aux prisonniers politiques qui sont données par les ONG. Amnesty en donne un certain nombre. Mais en général, ces lettres envoyées restent inconnues. Elles sont pas publiées. Ce sont leurs destinataires, les prisonniers politiques, qui les gardent. Alors qu'ici, c'est pas le cas. Ce que l'on voit aussi plus souvent, parce que à la fois l'histoire et la politique se saisissent peu de ces corpus, ils se saisissent plus souvent des lettres écrites par les prisonniers. En fait, surtout les historiens, effectivement, ils ont l'habitude de travailler par des lettres qui sont écrites de prison. Alors, on a les carnets intimes de Marcel Cachin, de Waldeck Rochet, tout ça, c'est bien connu. Ce sont des sources qui sont très, très précieuses, par ailleurs. Pas simplement, d'ailleurs, pour rendre compte de la vie quotidienne en prison, mais aussi pour rendre compte de comment est-ce qu'on tient
en situation carcérale, parce que ce sont des gens qui, en fait, noircissent des carnets intimes et donnent tout un tas de stratégies qui sont des stratégies de résistance avec les logiques, justement, des rituels et de la reproduction quotidienne de ces rituels en prison. Donc ça nous apprend aussi un petit peu comment ça se passe sur place. On a évidemment des choses qui sont un petit peu plus spectaculaires. Alors on pense aux dernières lettres aux familles des condamnés à mort. On a aussi des lettres de prison à prison, de prisonnier à prison. Ça, c'est aussi intéressant. Et puis on a tout un développement en prison. Alors c'est très codifié, c'est très surveillé, mais par exemple de journaux de prison, de journaux de prisonniers. Et ça, c'est plutôt de l'ordre éducatif, en fait, l'alphabétisation. Et puis comment est-ce que finalement cette pratique épistolaire peut servir à éduquer les prisonniers. Mais c'est vrai que là, le corpus dont on va parler, il est particulièrement original parce que c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous allez travailler sur un corpus de lettres écrites aux prisonniers politiques. Et alors justement, comment vous les avez trouvées, ou comment tu les as trouvées, parce que si j'ai bien compris, c'est toi qui les as trouvées, ces lettres. Oui, alors je les ai trouvées complètement par hasard en voyant sur un réseau social la communication de l'Institut Lula, c'est-à-dire la fondation qu'a créée Lula après son départ de la présidence pour gérer son héritage et continuer d'avoir un rôle public, qui indiquait que les lettres arrivaient en masse et qui montrait des montagnes de lettres dans une toute petite salle. Et c'était un moment où la campagne pour la libération de Lula prenait son essor, en particulier dans les milieux intellectuels brésiliens, les milieux d'historiens, les milieux universitaires. Et je me suis dit qu'il fallait demander à l'Institut Lula si ils avaient les moyens concrets de garder ces lettres, l'espace, s'ils avaient besoin d'une expertise technique pour les aider à conserver dans des bonnes situations de conservation et de sécurité ces lettres. Donc j'ai appelé et j'ai été les voir et je me suis intéressée à la question. Et la réponse a été pas du tout. On n'a plus d'argent puisque on avait déjà, c'est un toute petite l'Institut Lula, c'est un pavillon de banlieue, c'est vraiment tout petit et en plus leur fonds a été saisi, donc ils n'ont plus de personnel, ils n'ont pas de compétences techniques, ils n'avaient pas de compétences techniques pour les garder et donc ils étaient très désireux d'avoir de l'aide de la part d'historiens qui avaient pour certains une expérience d'archiviste pour les aider à ne pas jeter une partie du matériel, par exemple ne pas jeter les enveloppes et pouvoir... Et parce qu'il y a des indications sur les enveloppes. Il y a des indications sur les enveloppes. Le fait d'entrer, quel est le nom de la personne et d'où elle envoie la lettre, c'est pas forcément suffisant parce qu'il y a des homonymes. Et bon, l'enveloppe est en tant que telle un matériel d'archive. Donc on a commencé à travailler avec eux, d'abord pour les aider à organiser, puis en les aidant à conserver, donc en numérisant les lettres, pas en les sortant du lieu qui est leur lieu de conservation actuel, qui est l'Institut Lula, mais en permettant leur numérisation, c'est-à-dire que si quelque chose arrivait, puisque la persécution judiciaire, elle est très imprévisible au Brésil, on ne sait pas du tout exactement vers quelle direction elle va se tourner, au moins il y aura une copie numérisée qui est quasiment complète, qui est à jour des nouvelles lettres qui arrivent, puisque les lettres n'arrêtent pas d'arriver, elles continuent d'être envoyées à Lula. Donc c'est vraiment cette découverte-là, la proposition d'aide, le fait de monter une équipe d'historiens, d'abord exclusivement brésiliens. Historiens français, ouais, voilà. Alors il y a un Argentin, moi-même française, et sinon c'est que des Brésiliens, même si le fait de travailler dans ce projet-là les expose, puisque les relations sont extrêmement tendues entre les partisans de Bolsonaro et les autres, en fait. Lula est une personne qui est extrêmement aimée par une partie de la population et horriblement détestée par toute une autre partie de la population. Donc ça peut être compliqué dans un milieu professionnel d'adopter cette position-là. Donc c'est les origines du projet qui ont permis d'effectuer cette conservation et de proposer également le fait d'utiliser ces lettres comme un matériel pour donner à vous entendre la parole des gens qui avaient écrit et qui est une parole qu'on n'avait pas entendue depuis le début de la crise politique. Parce que les gens qui écrivent les lettres sont des gens qui ne laissent pas d'archives, en règle générale, puisque l'écrasante majorité sont issus de catégories populaires, qui sont des gens qui ne racontent pas leur vie, ne disent pas ce qu'ils se pensent de la politique, ne disent pas ce qu'ils se pensent des élections, des processus judiciaires, et que là, on entend dans les lettres.
Alors on va y revenir, mais peut-être juste dire que donc, pour l'instant vous avez un site, on mettra évidemment le lien avec l'émission, et sur ce site on trouve déjà un certain nombre de lettres, mais il est appelé à être beaucoup plus, à la fois rempli. C'est pour l'instant c'est en formation, il est tout jeune, le site il date de la semaine dernière. Enfin, c'est ça. Date très exactement de la première anniversaire de l'emprisonnement de Lula. Lula a été emprisonné le 7 avril 2018 et on s'est dit que une manière de non pas rendre hommage, mais de rappeler que c'était un prisonnier politique de premier ordre en prison dans une grande démocratie occidentale, c'était de faire entendre cette parole-là. Et donc oui, effectivement, c'est un petit site. Pour l'instant, il y a 25 lettres traduites en 3 langues sur l'immense corpus général. Il y a combien de lettres à peu près pour l'instant ? À peu près 15 000. Ouais. Donc voilà. Des lettres auxquelles Lula répond ? Alors, il peut pas tout lire, c'est pas possible parce que sinon il ferait que ça. Or, il continue d'avoir une activité politique, mais il en lit quelques-unes, il en lit plusieurs par jour qui sont envoyées par son équipe, donc par les gens de l'Institut Lula ou ses secrétaires, et il répond. Alors, toutes les lettres reçoivent une réponse, mais qui est une réponse de l'Institut Lula, alors qui n'est pas de type parce que les personnes de l'Institut complètent systématiquement, toutes les lettres sont lues. Et toutes les lettres reçoivent un mot personnalisé et une partie des lettres sont envoyées à Lula et il y répond ou il téléphone quand il peut avoir accès à un téléphone. Et comment il choisit alors comment l'Institut Lula choisit celles qu'il envoie à Lula? Ça dépend lesquelles. Il y a par exemple des gens qui ont écrit 50 fois et donc régulièrement. C'est là ils ont vraiment envie de. Voilà, ceux-là ils ont droit à régulièrement une petite réponse. Il y a des gens qui évoquent des souvenirs qui vont être parallèles avec l'expérience de Lula, des gens qui ont été eux-mêmes incarcérés, des gens qui viennent de la même région. Il y a plein de raisons en fait. C'est en fonction de ce qui peut toucher et parler aux prisonniers. Alors donc on va revenir un peu sur, même si vous êtes au début du travail, donc vous n'avez pas encore une vision d'ensemble ni quantitative, mais alors tu as évoqué un peu la sociologie de ceux qui écrivent ces lettres. Est-ce qu'on sait d'autres choses sur les âges, sur la géographie, sur le genre, sur la chronologie? Est-ce qu'il y a des moments où ils envoient plus, il y a plus de lettres que d'autres? Alors, sur la chronologie, ça, c'est le plus facile à évaluer puisqu'on a classé par ordre chronologique les lettres. Donc, les lettres, elles sont arrivées en masse tout au début. Il y a 4000 lettres qui ont été envoyées dans les 2 premières semaines. Donc, ça veut d'incarcération. Ça veut dire que c'est un processus spontané puisque c'était avant qu'on entende parler du fait que des lettres étaient envoyées. Des lettres ont été massivement envoyées, essentiellement au siège de la police puisque l'emprisonnement de Lula a suscité une énorme émotion populaire parce que pour beaucoup de gens, c'était vraiment la fin de l'espoir. On l'a vu sur les images, c'est-à-dire que le moment de son arrestation a été très diffusé. On voit cette foule qui essaie même d'empêcher l'incarcération. Ouais, qui a fini par porter Lula, qui voulait se rendre, qui a fini par porter Lula jusqu'au camion de la police, mais dans une situation unique, d'émotion et de sentiment de vivre un moment historique et d'une injustice historique, disons. Et donc, c'est des lettres qui d'abord étaient des lettres d'indignation et de solidarité à l'égard de quelqu'un qui se faisait emprisonner politiquement, puis qui sont rentrées dans une espèce de routine avec à peu près des lettres reçues tous les mois en même nombre, qui diminuent pas, et qui accompagnent l'évolution politique du Brésil entre le moment de l'incarcération et aujourd'hui, et qui donc ont un contenu qui rapidement évolue, puisque après le moment de la solidarité des, disons, 2-3 premiers mois, c'est une communication avec le prisonnier pour donner son sentiment, lui demander ce qu'il en pense, de ce qui est en train de se passer au Brésil à cette époque-là. Donc ça, c'est pour la chronologie. La sociologie, j'en ai parlé, c'est des gens de catégorie populaire de manière très importante. Pas mal de professeurs de catégorie intellectuelle, pas des catégories supérieures économiquement, mais de catégories intellectuelles. Et sinon, c'est plutôt des gens qui habitent dans des villes moyennes ou des petites villes qui sont ce qu'on appelle l'intérieur du pays, c'est-à-dire qui ne sont pas dans les centres de pouvoir, y compris de pouvoir des États. Et on a vraiment tous les âges. On a pas mal de personnes âgées qui ont gardé la pratique d'écrire, mais on a aussi des très jeunes, on a des adolescents, beaucoup d'adolescents en fait, pour qui c'est impossible. Il y a des enfants qui écrivent. Alors il y a des enfants, oui bien sûr, il y a beaucoup de familles qui envoient des lettres en famille en fait, qui envoient des dessins d'enfants. Il y a beaucoup de lettres qui sont envoyées depuis des camps d'occupation de sans-terre. Il y a un très grand nombre de sans-terre au Brésil. Il n'y a jamais eu de réforme agraire au Brésil, comme dans l'essentiel de l'Amérique latine. Et le mouvement des sans-terre est un
mouvement qui revendique la répartition d'une partie des grandes propriétés terriennes, dont certaines ont la taille de la Suisse, donc c'est quelque chose l'inégalité de l'accès à la terre, il est réel, et qui ont écrit collectivement, soit eux-mêmes, soit souvent avec des écrivains publics, quand l'accès à l'écrit était un petit peu compliqué, donc avec des paquets qui arrivent avec 30, 40, 50 lettres qui arrivent d'un endroit très éloigné des centres de pouvoir, ça c'est sûr. Et la géographie ? Alors la géographie, un peu partout dans le Brésil, y compris dans le sud. On disait souvent que les centres d'appui, c'était le nord et le nord-est du pays qui sont les régions les plus pauvres. Mais en fait, le sud a aussi massivement écrit, mais peu les centres-villes, moins les centres-villes. Et c'est vraiment la parole de ceux qui non seulement sociologiquement ne portent pas, leur parole ne porte pas, mais aussi qui sont loin des lieux où la parole se construit en fait. Oui, alors ça c'est évidemment aussi ce qui nous a intéressé beaucoup dans ce corpus, c'est que ça évoque ce qu'on appelle les subaltern studies, c'est-à-dire cette pratique de l'histoire qui est née dans les années 80, fin des années 70-80, dans le monde colonial et en Inde plus particulièrement, et qui a consisté à souhaiter faire parler non plus les colons comme on avait l'habitude de le faire avec les archives du pouvoir, mais les colonisés, et qui a donc développé des méthodologies particulières pour faire parler les sources. Et on voit bien que ce qui peut vous attendre, vous aussi, dans le traitement de ces sources-là, c'est justement comment est-ce qu'on va faire parler ces catégories populaires, sachant que dans les subaltern studies, là en revanche, il n'y a pas de catégorie populaire ou très peu qui s'exprime. Alors, c'est une forme d'histoire sociale, d'ailleurs même marxisante au début quand elle est née, et qui visait à restituer la parole des dominés. Et là, on voit bien qu'on est dans à la fois quelque chose qui ressemble et en même temps quelque chose qui est tout à fait inédit, parce que cette fois, il y a prise de parole par les dominés à l'attention d'un dominant-dominé, et enfin une catégorie particulière dont on reparlera. Alors, on va peut-être maintenant s'arrêter sur quelques lettres. Là, on voit sur l'image, il y a vraiment des formats très différents. Certains font des dessins, certains mettent des petits objets. On va s'arrêter sur 2 lettres, et peut-être Laurence, une première lettre. Oui, alors on s'est réparti les lettres en fonction de celles qui nous intéressaient le plus. Moi, j'avais envie de parler de la première, qui est donc, alors elles sont anonymées, donc on va pas donner les noms, mais qui est donc la lettre qu'on voit là à l'écran, qui est très longue, la lettre d'une femme qui écrit à Lula, qui lui raconte son parcours. Et son parcours, c'est le suivant. Elle est issue de catégories populaires, elle aussi. Elle raconte qu'elle est fille de domestique, qu'elle a dû travailler très très jeune, qu'elle a été marquée dans son enfance par le mouvement élection directe, donc ce mouvement de 83-84, et donc qui lui a, alors qu'elle était enfant encore, qui lui a vraiment donné cette espèce d'appétit pour la démocratie. Appétit pour la démocratie qu'elle a éprouvé aussi en réussissant, malgré le fait qu'elle était justement une enfant pauvre et malgré tous ces empêchements à pouvoir entrer dans l'éducation publique, comme tu le rappelais, il y a une très très forte dimension sur l'éducation dans cette lettre, qui est devenue historienne. Et qui raconte son parcours, et il y a quelque chose qui est évidemment très beau, c'est qu'elle dit vous êtes aussi un homme qui raconte cette histoire. Voilà, vous êtes l'homme qui raconte cette histoire, et si finalement vous êtes tombé, et si le Brésil est tombé, c'est par absence de mémoire. Moi, c'est ça évidemment qui m'a le plus marqué, c'est-à-dire finalement cette jeunesse n'a pas de mémoire. Finalement, on a nous aussi notre rôle à jouer en tant qu'historien, et c'est ça que j'avais envie de vous raconter. Oui, non, ce qui est intéressant, c'est que cette personne, elle raconte à quel point Lula, c'est une personne miroir. C'est-à-dire, Lula est lui-même a réussi une ascension sociale complètement inédite en devenant président, alors qu'il venait de ce que le Brésil produit de plus pauvre et de plus sans accès à rien. Et que quand il est arrivé au pouvoir, ce qu'il a entrepris de faire, c'est de permettre que d'autres personnes, et des centaines de milliers de personnes, connaissent une trajectoire qui ressemble, même si, bien sûr, ce serait pas la même chose. C'est vraiment ça que cette lettre raconte, et c'est ça que beaucoup de lettres racontent. Alors, pas avec la distance sociale qui sépare l'enfance de cette personne et la position intellectuelle à laquelle elle est arrivée, mais beaucoup de gens racontent que ils sont passés du fait d'être rien, du fait d'avoir honte d'où ils venaient, d'avoir honte du fait de dire que leur père était ouvrier, au fait d'avoir des horizons possibles, de se dire que le monde n'était pas intégralement fermé, et que le fait que quelqu'un qui ressemble à ce point-là à eux-mêmes ou à leur père souvent, ou à leur grand-père, quelqu'un de leur famille, qui parle leur langue, qui parle avec leur accent, qui connaît leurs mots, qui a sur son corps la trace
trace de ses origines populaires, c'était le signe que c'était possible. Et malgré les grandes critiques, il y a beaucoup de lettres qui sont critiques à l'égard du bilan du Parti des travailleurs, beaucoup. Elle aussi d'ailleurs, elle est pas complètement dans la position. Mais en fait, beaucoup de lettres racontent l'histoire de désillusion, de doute, mais gardent ce fil qui est ce pays qui n'a jamais porté au pouvoir que des blancs riches, issus de familles blanches et riches. Lorsque finalement il porte au pouvoir quelqu'un d'autre, on finit par le mettre en prison pour pas qu'il regagne les élections présidentielles. Et beaucoup de gens racontent leur vie pour ça. Ouais. Et ce que tu disais sur le fait d'entendre, ce qui est si rare, la parole de gens qui spontanément prennent l'initiative de raconter leur vie, ils racontent leur vie pour une bonne raison, c'est que leur vie a du sens adressé à Lula, puisque ce sont des vies qu'ils vivent comme en miroir. Et juste une dernière chose, elle en a quand même fait le parrain de son deuxième fils. Elle lui dit, vous êtes le parrain de mon second fils. Et puis, ce qui se dégage de cette lettre, c'est cette profonde certitude que le Brésil est intrinsèquement démocratique. Alors qu'on pourrait se dire, bon, après tout, finalement, c'était une parenthèse. Elle est née pendant la junte, là, ça se referme avec Bolsonaro. Et non, elle dit quand même, c'est une grande démocratie. Ça, c'est un truc qui est... alors, toutes les lettres ne disent pas ça. Il y a beaucoup de lettres qui sont noires et qui sont noires sur la perspective du Brésil, de l'avenir du Brésil. Mais c'est une hésitation avec laquelle on a tous à faire, que nous qui aimons et nous intéressons au Brésil. Est-ce que le Brésil est un pays dont le trait fondamental est la domination, l'incapacité d'accepter la participation politique des catégories populaires, ou est-ce que le Brésil, l'histoire de la République au Brésil, c'est la lente et difficile affirmation des luttes populaires pour lesquelles il n'y aura plus de mouvement en arrière, et même si, malgré Bolsonaro, ce qui a été construit dans la conscientisation, dans le fait d'attendre quelque chose de l'État, dans le fait d'attendre quelque chose du politique, ça ne pourra pas être effacé, et c'est à ça que s'accrochent beaucoup de gens qui écrivent des lettres. Alors moi, j'avais choisi d'autres lettres. Je vais en prendre une parce que comme on n'a pas non plus beaucoup de temps. Alors c'est une lettre envoyée par une femme de 71 ans qui est issue des classes populaires. On ne sait pas quel est son métier parce qu'elle ne le lit pas, mais on comprend des éléments qu'elle livre de sa vie, qu'elle vient d'un milieu très populaire. Elle parle de la faim, beaucoup. Du manque de nourriture. Elle a été analphabète jusqu'à 58 ans et c'est grâce au programme de reprise des études sous la présidence de Lula qu'elle apprend à lire à 58 ans, et elle dit combien ça lui a changé la vie de lire et d'écrire. Une lettre qui est assez extraordinaire parce qu'en fait, donc, elle écrit une lettre à Lula pour demander si elle peut mettre sur les réseaux sociaux, ce qui veut dire qu'elle a une certaine conscience des processus de mobilisation. Elle dit même, j'aimerais bien faire une vidéo, mais je ne peux pas. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et donc, en fait, elle a fait une lettre au juge qui l'a condamnée. Et la lettre est presque plus intéressante que celle qu'elle écrit à Lula, parce que quand elle écrit à Lula, elle lui demande si elle peut faire paraître cette lettre, et d'autre part, elle lui raconte la mort de son mari. Ce qui peut s'expliquer aussi parce qu'elle est veuve, et que Lula est veuf aussi. Dans plusieurs des lettres que j'ai lues, il y avait cette référence au veuvage, la femme de Lula étant morte en février 17, c'est ça, 2017. Et alors cette lettre, elle est assez extraordinaire parce qu'elle mélange plein de choses. Elle peut citer Mère Teresa et Voltaire. Elle va citer Machiavel. Elle fait référence à Dieu très souvent et après, elle fait référence à la jurisprudence. Elle demande quelles sont les preuves. Elle dit qu'il n'y a pas de preuves. Elle dit on n'a jamais vu Lula avec des mallettes d'argent. Et en même temps, une très grande perspicacité à la fois du processus judiciaire, de l'absence de preuves. Elle est aussi très confiante dans la vie politique. Et en même temps, régulièrement, elle dit Dieu va régler tout ça. Donc c'est une lettre assez très intéressante pour ça, j'ai trouvé. Alors, cette lettre et plein d'autres sont particulières. D'abord parce que cette personne-là, elle propose son aide à Lula. Et ça, c'est quelque chose qui est très particulier dans les lettres aux politiques, qu'on connaît, où il y a des corpus, et en particulier aux politiques avec une grande entrée dans les catégories populaires, aux politiques charismatiques, ce qui est le cas de Lula, mais à qui, en général, les gens qui écrivent demandent quelque chose, demandent un bénéfice, demandent... Or, Lula, c'est quelqu'un à qui on ne peut plus rien demander. Et donc, on peut apporter sa solidarité et souvent apporter quelque chose. Beaucoup de gens envoient des choses, envoient des habits parce que Lula vient du Nord-Est et qu'il est dans la ville la plus froide du Brésil, donc beaucoup
de gens envoyaient des chaussettes, des couvertures, de la nourriture. Cette personne, elle envoie son aide, elle envoie sa contribution, et ce qu'elle a compris qu'elle pouvait faire, et c'est intelligent, hein, c'est tenter de convaincre le juge qui s'est trompé, et de mettre toute son énergie, toutes ses ressources, sa position de personne âgée, son affect, le lien qu'elle peut tisser avec cet homme de 50 ans qui est le juge, pour lui faire changer d'opinion, avec l'idée que tout le monde est chrétien. Vous êtes bon, vous allez Exactement. comprendre que vous vous êtes trompé. Voilà, parce que l'attaque ne sert à rien, et que attaquer ce juge sur les réseaux sociaux, ça fera pas sortir Lula de prison. Et beaucoup de lettres ont cette perspective-là de tenter d'aider, d'apporter un argument. J'ai remarqué que peut-être que tes avocats n'ont pas remarqué. Lula, c'est quelqu'un qu'on tutoie. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est quelqu'un qu'on tutoie. Des fois, quelqu'un dit votre excellence, et ensuite il est tutoyé le reste de la lettre, parce que de toute façon, c'est impossible de tutoyer. C'est pour ça que je disais dominant-dominé. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas la figure de la domination du tout, Lola. C'est pas du tout la figure de la domination. C'est quelqu'un à qui on écrit égal à égal, et c'est pour ça que les gens lui ont tant écrit, parce que c'était pas difficile de lui écrire, et au contraire, c'est perçu comme quelqu'un, un proche qui est emprisonné injustement. Il faut faire ce qu'on peut pour l'aider à sortir. Donc il y a ça qui est très intéressant dans cette lettre, et l'autre élément qui est intéressant, c'est que tu disais Voltaire, la religion, Mère Teresa, etc. Ces lettres, elles sont étonnantes, parce que on peut pas prévoir comment tous ces auteurs-là vont montrer leur représentation du politique, du processus judiciaire, parce que nous, on n'est pas de catégorie populaire brésilienne, et donc on découvre en fait véritablement une parole spontanée, autonome, désireuse d'aider, avec énormément de récits de vie et énormément d'analyses politiques sur ce qu'est la démocratie, quelle est la confiance en la démocratie de ces catégories populaires à cette époque-là, finalement assez élevée, et malgré tout, même si elle décroît au fil de l'année, de manière assez logique, puisque l'implacable continue de se dérouler, l'interdiction de la candidature de Lula, une campagne qui apparaît à beaucoup comme truquée, et l'élection de Bolsonaro, mais c'est du matériel qui est imprévisible pour l'historien. On n'a pas besoin de retourner la source comme dans les superalternations. Oui, tout à fait. Elle est déjà retournée. Elle est là, exactement, elle est retournée. À la limite, on pourrait faire une histoire du pouvoir à partir de ces sources. Tout à fait. Il faudrait la retourner pour essayer de voir ce que le pouvoir nous dit. D'ailleurs, c'est intéressant, et il faudra le faire, parce que ça raconte beaucoup de ce que le pouvoir a été pour ces gens-là, et à quel point c'est bien plus compliqué que la critique qui va être faite, et qui est tout le temps faite à ce type de relation politique, à savoir une relation populiste où un homme est adulé, adoré, et finalement cette masse de lettres, c'est le signe de l'adoration. Ce qui dit ça n'a pas lu les lettres. Parce que ces gens-là critiquent, réfléchissent, ont une relation affective avec une personnalité politique, parce qu'il est extrêmement différent des autres, et qu'ils se sont reconnus en ça, et ils expliquent que se reconnaître, ça doit faire partie du politique. Donc il y a un discours derrière. Il y a une réflexivité politique très forte. Et qui vient aussi des gens qui ont été alphabétisés 10 ans avant, ou des très jeunes. Et ça, c'est intéressant. C'est quelque chose que la recherche devra vraiment établir. Mais nous, on va avoir à retourner l'image que la source donne a priori. C'est-à-dire, c'est la source du populisme. Bah non, c'est pas la source du populisme. Il faudra en dire autre chose. Ça va attirer des étudiants et des étudiantes. Alors c'est pas encore un fonds d'archives qui est accessible au public. Mais ceux qui ont là 9-10 ans. Ah bien sûr, tout à fait. Et qui sont nombreux et qui regardent les tricoteuses juste après Gulli. Alors on arrive à la fin de l'émission, malheureusement, donc il est tradition que chacune mette un petit point de conclusion, Laurence. Là, j'embraye direct sur ce que tu viens de dire, parce que Mathilde et toi, vous avez parlé de cette énorme fonction de l'alphabétisation. L'alphabétisation au Brésil, c'est la marque de fabrique d'un des plus grands pédagogues, Paulo Freire, qui est celui qui a conceptualisé la pédagogie critique, qui est l'auteur de la pédagogie des opprimés, qui est une description de l'alphabétisation dans les années 60 et 70 des paysans analphabètes. Et on voit bien qu'il y a évidemment une mission politique derrière ça, une finalité politique, qui était justement cette conscientisation de la domination, et pas que ça, disait Paulo Freire, parce qu'il s'agissait justement de dépasser la logique de domination, de ne pas vouloir passer dans le camp des dominés, mais au contraire d'abolir les
et domination. Et c'est pas pour rien si Bolsonaro, l'une de ses premières cibles, c'est l'école, et c'est Paulo Freire, et c'est tous ces éducateurs et ces éducatrices et ces pédagogues qui se sont inspirés de cette pédagogie-là, qui a eu un succès énorme au Brésil. Et aujourd'hui, ces enseignants sont menacés, ils sont criminalisés, aussi bien dans les écoles et dans les universités. Donc on voit bien, voilà, je termine par une touche assez sombre, mais on voit bien aussi comment cette question de l'éducation est très politique. Oui, tout à fait. Et non seulement les enseignants sont criminalisés, mais la secrétaire responsable de l'alphabétisation au Brésil actuellement est quelqu'un qui n'a pas d'expérience politique et qui est juste responsable d'une association pour l'enseignement à domicile. Voilà. Pour dire l'inverse, exact. Voilà, exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Alors moi, mon mot de la fin, ce serait un peu de rebondir sur ce qui va pouvoir devenir cette source à l'avenir. C'est une source qui doit être préservée, protégée et devenir un objet d'histoire, c'est évident. Dans l'immédiateté, l'urgence au Brésil n'est pas forcément de faire l'histoire de cet objet-là, mais c'est de changer le récit au Brésil et à l'étranger sur ce qui est en train de se passer et de donner à entendre ces gens-là et de donner à entendre très largement au-delà de la communauté d'historiennes. Et c'est pour ça que, même si je suis historienne, ce que je fais avec ces lettres n'est pas un travail strictement d'historien, c'est le site Ligne de combat pour donner à lire les lettres dans la langue du lecteur, qui est traduit en anglais, en français, en espagnol, et qui va être traduit en italien et en allemand dans les semaines qui viennent, que le groupe d'historiens et d'activistes culturels et d'acteurs du milieu culturel que nous avons formé en solidarité avec la démocratie au Brésil, qui s'appelle le Réseau européen pour la démocratie au Brésil, le RED.br, va continuer de travailler sur ces lettres dans un objectif de divulgation, avec en particulier un grand spectacle de lecture mise en scène de ces lettres le 25 juin au Théâtre Montfort, avec des artistes français, avec des artistes brésiliens qui vont donner de la voix, mais véritablement avec leur propre voix, le plus largement possible, avec un spectacle qui va être retransmis en direct et qui va donner lieu à un film, pour que cette parole soit vraiment entendue, très au-delà de ce à quoi elle pourrait être destinée immédiatement. Merci. Alors donc on a commencé sur une note un peu d'espoir et de résistance et finalement on en a parlé aussi pendant toute cette émission et pour continuer à avoir finalement cette politique et cette attitude de résistance, donc le spectacle le 25 juin et évidemment le site avec la lecture des lettres qui est absolument bouleversante et en même temps profondément intéressante et passionnante. Alors il n'y a pas vraiment de biblio sur ces lettres puisque c'est tout neuf. En revanche, il y a un numéro pour comprendre un peu la crise actuelle du Brésil contemporain, comment la démocratie s'est effondrée et l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Il y a un numéro spécial de la revue Brésil, c'est ça ? Oui, tout à fait, que j'ai contribué à organiser il y a à peu près 6 mois, donc qui ne parle pas du début de Bolsonaro, mais qui parle de tout ce qui a porté l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir et le processus judiciaire et démocratique qui l'a porté, antidémocratique qui l'a porté. C'est un numéro qui s'appelle « Comprendre la crise au Brésil », donc d'une revue qui s'appelle « Brésil » avec un S entre parenthèses, parce que c'est plusieurs Brésil qu'il faut entendre et qui est accessible très facilement sur Internet. Ce sont des articles d'historiens, de sociologues, mais qui sont destinés au grand public, donc accessibles à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine émission. Et puis, n'oublions pas le Brésil et ses prisonniers politiques et sa population. Merci. Merci.